Alors, Armel Job, une chose me frappe, c'est entre les éléments biographiques et le contenu de vos livres, ce rapport-ci. C'est que vous êtes un professeur de grec et de latin, vous l'avez été. Vous J'ai l'impression que c'est votre hobby, ça continue de l'être. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des références à des dictionnaires, latin, grec, etc. Et le fait que vos livres sont traversés par le tragique grec. Hein, qu'on est dans Sophocle quelque part, avec des meurtres, avec des rebondissements, avec des coups de théâtre. Et c'est une grande tradition et qui me plaît à souligner. Oui. Bon, moi je dirais que pour moi, il me semble que le prototype même de tout roman, c'est Édipe roi de Sophocle. Je sais que c'est une tragédie, que c'est une pièce de théâtre, mais je pense qu'on a rarement inventé une chose aussi géniale que cette tragédie. Au début de la tragédie, un homme apparaît sur la scène, il est tout puissant, c'est Édipe, il est roi de Thèbes, et il vient dire au peuple de Thèbes que le malheur qui le frappe, il y a une peste qui ravage Thèbes, le malheur qui le frappe est dû, selon les dieux, à une souillure, et il se fait fort de découvrir cette souillure et de l'éliminer, puisqu'il est tout-puissant. Et toute la tragédie, évidemment, aboutit à la démonstration horrible pour Édipe que cette souillure, c'est lui-même. Donc c'est, je pense, d'abord un roman policier, une œuvre policière extraordinaire. Je me demande si un seul auteur de roman policier a jamais imaginé une histoire où l'inspecteur de police finit par découvrir à la fin du roman qu'il est lui-même le criminel. C'est ce qui se passe chez Sophocle. Et moi, j'aime bien, dans le roman, procéder à une espèce de dévoilement. Je montre au début du roman une série de personnages au lecteur. Le lecteur les aperçoit comme nous apercevons les gens dans la vie ordinaire. Nous nous faisons rapidement une idée sur eux, nous leur mettons une petite étiquette, c'est très commode, ils ne nous embarrassent plus. Mais le travail du romancier, du lecteur qui l'accompagne, c'est justement de découvrir petit à petit la vérité de ces êtres. Et cela aboutit évidemment très souvent à un changement radical des perspectives. Si nous voyons au début de mon roman Le conseiller du roi un homme très puissant, qui est le conseiller, voilà le dernier roman, mon dernier roman, on voit un homme qui est l'homme le plus puissant du royaume. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de faire un récit pour une revue à sensation parlant de personnes illustres. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer justement toute l'épaisseur humaine de ce personnage. Et nous allons toucher à l'humanité de ce personnage dès le moment où nous allons découvrir qu'au lieu d'être fort, au lieu d'être puissant, en fait, il n'y a personne de plus faible que lui. La fragilité, voilà. C'est une façon de juger aussi le monde. Je ne juge. veux pas juger le monde, mais jeter un œil. Je dirais que ce qui, moi, m'intéresse dans le monde, c'est justement le côté faible des gens. C'est pas du tout leur côté puissant. Alors, si on prend cette structure de base qui est le Édipe roi, oui, on s'aperçoit que effectivement, vos récurrences de roman en roman, notamment les 4 derniers qui sont vraiment plus épais, eh bien, ce sont les naissances obscures, pensons à Édipe, les filiations douteuses, imprévues, les mères célibataires, oui, les couples brinque-ballants, un peu les amours adultères, les amours de chambre aux pommes, comme on disait, oui, de manière plus régionale, on en parlera aussi, amours furtives, et puis le rôle des femmes dans tout cela. oui. Donc c'est bien cette structure-là qui permet une première lecture. Tout ce qui présente des failles et des faiblesses. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Oui. Vous voyez, on a l'impression de la campagne comme quelque chose de paisible, justement. Oui. Rien ne se passe dans ces chaumières qui ferment leurs volets à 6 heures. Non, mais je pense que les choses... Et en fait, on s'aperçoit que Édipe est là. Édipe roi est là partout. Édipe est là, oui. Moi, dans mon expérience personnelle, qui nourrit tous mes romans, évidemment, j'ai eu connaissance de choses épouvantables qui sont passées à la campagne. Vous remarquerez, par exemple, que dans mes romans, il y a souvent des meurtres. Il y a des gens qui meurent. Il y a toujours des meurtres. Oui, il y a toujours des meurtres. Il n'y a jamais de police.
Parce qu'à la campagne, il y a des disparitions mystérieuses, il y a des choses curieuses qui se passent, mais à la campagne, on a quand même le bon goût de ne pas faire intervenir la police. C'est vrai. Alors, la campagne, c'est d'un roman à l'autre, ce dont je parlais, Oui. à la fois votre lieu natal, la vallée de l'Ourthe, disons en gros. C'est aussi l'Ardenne plus profonde. Oui. Hein. C'est le Limbourg, quelque part. Là, oui. On peut le Limbourg. Oui. C'est donc des lieux complètement revisités, avec des noms. Ils viennent Roquafrème, Macavo, une rivière qui s'appelle la Velaine, c'est très beau d'ailleurs, ça pourrait exister. C'est Sartre au bord de la Fagne. Moi j'aime bien la campagne, j'aime bien, est-ce que j'oserais dire, la Belgique profonde. Et je me sens toujours à l'aise dans ces pays un peu... Dites bien, parlez-nous de la Belgique profonde justement. Ah ben oui, moi j'aime la Belgique profonde, j'aime la Belgique que même les Belges ne connaissent pas généralement. Parce que, bon, si vous prenez la Flandre, le Limbourg, c'est pas la Flandre. Non. Le Limbourg, c'est ce qu'il y a de pire en Flandre. Personne ne veut habiter dans le Limbourg. C'est vraiment... le Limbourg est à la Flandre ce que le fond des Ardennes est à la région francophone, je crois. Oui. Et ces lieux un peu méprisés, moi je les aime bien. Oui. En fait, ça veut dire aussi que vous aimez... Et je m'y sens à l'aise. Oui. Je me sens plus à l'aise dans... Je vous dirais par exemple, je me sens plus à l'aise dans le Limbourg qu'en France. Même si on ne parle pas la... Enfin, moi, je préfère parler français, bien sûr. Mais je me sens... Il y a une communauté d'esprit, une façon de penser, de réagir devant la vie, une espèce d'épaisseur qui me plaît. Je préfère les gens du peuple, les gens simples, ceux que j'ai connus. Moi, je suis un exilé du peuple, je pense. Je l'ai écrit dans un roman à propos d'un personnage. J'avais écrit qu'il avait eu la malchance d'être intelligent. C'est un peu ce que je... Enfin, je ne dis pas que je suis intelligent, mais on a cru que j'étais intelligent quand j'étais gosse. Alors on a dit, bon... Mon père, qui était un artisan, il était matelassier... Mon père disait toujours, quand j'étais enfant, j'avais 3 frères, il disait à tout le monde, il parlait beaucoup comme ça, il disait, mes enfants, jamais mes enfants n'iront à l'école. Il ne voulait absolument pas que ses enfants aient à l'école, parce qu'il détestait les gens qui avaient l'école blanche, quoi. Voilà, il n'aimait pas ces gens-là, et il aimait les gens du peuple. Il aimait la culture du peuple. Et il voulait qu'on reste dans la culture du peuple. Mais bon, il s'est trouvé avec des fils dont l'intelligence dépassait peut-être un petit peu la moyenne et qu'il a été obligé d'envoyer dans des écoles secondaires. Mais j'ai toujours gardé la nostalgie du monde de mon enfance avec les petites gens. Moi, j'aime bien les petites gens. Dans tous les livres, il y a au milieu du village l'église, on va y revenir, et le café du commerce. Il y a le café et la presse régionale. Ce sont des choses que j'aime bien. Oui. J'aime bien d'utiliser c'est un truc de romancier, je pense, hein, quand on a besoin d'amener des idées. Il y a un grand roman sur la presse régionale, c'est celui de Franz Bartelt. Ah bah oui. Battrouche, c'est super. Oui. C'est pas loin de chez vous, en fait. Oui, tout à fait. Bah, Franz Bartelt, évidemment, pour l'Ardenne, c'est magnifique. Oui, mais moi, j'aime bien utiliser ces moyens. Pratiquement dans tous les romans, je crois qu'il y a une parodie de la presse régionale qui m'amuse, parce que tous les gens lisent la presse régionale. Notamment dans la Baigneuse nue sur un rocher, il y a la fameuse... Il y a un article dans le style de la presse régionale. La fille du boucher a posé nue pour un peintre qui... Voilà. Et puis on apprend que ce peintre était aussi quelqu'un engagé dans la résistance. C'est toujours le même fil rouge, en fait. En fait, c'est le schéma du Péen, si j'ose dire, avec ces structures-là, avec des personnages extrêmement différents. Il y a toujours des curés aussi. Oui. Alors les curés sont différents tout de même de l'un à l'autre, je trouve. Ah oui, il y en a. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas donner l'absolution en confession parce que vous êtes juif, quoi, en fait. Par exemple, oui. Hein, c'est le cas de... Dans la femme manquée. Femme manquée, oui. Le mari d'opportune, quoi, en fait. Mais c'est comme, je pense, un petit peu dans toutes les classes sociales. Il y a des curés complètement stupides, et puis il y a des gens qui font un peu éclater le schéma du curé. Le curé dans la Baigneuse nue, c'est quelqu'un... Moi, je l'aime beaucoup parce que...
ce genre de prêtre, ça existe tout à fait, qui est à l'étroit dans cette fonction, qui a une vision des questions religieuses tout à fait libre, hein, puisque à travers tout le roman, en fait, il entreprend d'écrire une lettre au Vatican. Il veut écrire à la curie romaine pour protester contre le dogme de l'Assomption. Donc lui, il ne peut pas admettre que la Vierge soit montée au ciel. Il trouve ça complètement ridicule. Et il écrit une lettre en latin, que j'ai écrite d'ailleurs en latin, pour expliquer quelles sont ces raisons théologiques de trouver ce dogme qui est tout récent, évidemment, qui date des années 50, complètement absurde. Et c'est un homme qui a un respect profond de la femme. Il souffre beaucoup de son état de célibataire. Il apprécie les femmes et il échappe tout à fait aux clichés des prêtres de campagne. Mais ça, en fait, moi, je connais bien le clergé de campagne. C'est des gens que j'aime bien. Vous aimez bien, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, les gens qui vous lisent, qui sont de... Ils sont tous contents. Tous contents. Je parle de ceux-là. Je parle du clergé qui me lit et il trouve ça très bien. Mais vous savez, est-ce que c'est pas une lutte contre le régionalisme stéréotypé qu'on a eu dans les théâtres de évidemment, en fait, évidemment. Hein. Ouais, c'est une parodie de cela. En fait. Tout à fait, oui. Mais je posais la question en disant, de par le fait que vous êtes un directeur d'école catholique, oui, tout à fait, dans l'enseignement catholique, que vous avez eu... Non, parce qu'on est catholique, on est ridicule ou stupide. Hein. Non, pas dit ça. On a le droit d'avoir des idées aussi. Ça. Je posais la question à savoir comment vos romans sont reçus, quoi. Où les gens sont complètement hypocrites avec moi, ou j'ai la faiblesse de croire que finalement ça passe bien et qu'il y a, vous savez, oui. Bon, on me dit souvent que je suis anticlérical. Oui, je pense que il y a quelque chose de vrai dans cette idée-là. Je suis contre... Enfin, je suis contre, je n'ai pas beaucoup cette expression. Enfin, ça me hérisse un peu, cette image du prêtre stéréotypé dont nous parlons. Et puis, évidemment, des prêtres qui suivraient tout simplement, qui marchent au pas et qui ne pensent pas. C'est absurde, tout le monde trouve ça absurde. Mais vous savez, dans les campagnes, souvent, le prêtre était le seul intellectuel de la paroisse ou de la commune. L'instituteur était aussi un intellectuel, mais un peu moins. Et il y a eu des gens d'une très grande intelligence. Ce que l'on a étouffé pendant tout le XXe siècle, c'est la révolte de ces gens. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de lire des ouvrages d'un curé du Luxembourg qui s'appelle Victor Ranklin, qui a été crossé par l'évêché, qui avait écrit un petit bouquin admirable qui s'appelle Le Bas Clergé, et qu'on ne trouve plus nulle part. Où cet homme proteste contre l'institution religieuse au début du XXe siècle, sans sortir du clergé, mais en contestant tout ce qu'on imposait stupidement. Et il y a eu des tas de gens courageux. Alors, où ils ont été courageux, ou ils ont versé dans l'alcoolisme, dans la dépression. Autrement dit, ils rejoignent, pour moi, c'est une partie de la population qui rejoint les gens qui me touchent, parce qu'il y a en eux, sous des aspects de puissance, hein, la puissance religieuse, surtout dans les campagnes, ça peut être quelque chose qui relève un peu du fétichisme, oui. Mais quand on les approche et qu'on les connaît, ce qui est le plus frappant, c'est leur immense faiblesse. Et moi, ça me touche de voir, par exemple, des gens dont on a bourré le crâne au séminaire, qui sont devenus prêtres, certainement plein d'idéal, et puis que je rencontre maintenant, qui ont 75 ans et qui disent « j'ai raté ma vie ». Ça me touche. Forcément. Et c'est ces gens-là que j'aime bien. Oui, bien sûr. Et c'est pour eux que j'écris ça. C'est pas pour casser du sucre sur l'église, ça ne m'intéresse pas, ça. Très bien, c'est une bonne réponse.